se retrouve dans Punchline pour évoquer la radicalisation, un mal qui ronge notre pays, bien sûr, après la tuerie de la préfecture de police de Paris. Et nous sommes avec Yves Lefebvre. Bonsoir. Secrétaire général SGP Police. Toujours cette clé USB qui est en cours d'exploration, cours d'analyse, qui a été retrouvée, je tiens à le repréciser, qui a été retrouvée sur son lieu de travail. C'est clair. Donc aujourd'hui, quelques éléments nous permettent de penser que c'est une clé à usage professionnel. Et aujourd'hui, de ce que je sais de l'enquête, et on attend tous et toutes, je parle de tous et toutes, bien évidemment, l'opinion publique, la population, mais qui plus est les policiers et qui plus est de la direction du renseignement, de la préfecture de police, on attend aujourd'hui des informations depuis le procureur national de la lutte pour l'antiterrorisme. Mais manifestement, il était seul en l'état. D'accord. Et le fait que ces informations contenues sur la clé USB n'aient pas été exportées, est-ce que c'est de nature à rassurer un peu les fonctionnaires de la préfecture? Alors on attend de savoir. Alors, manifestement, ça n'aurait pas été exporté. On va rester au conditionnel, si vous me permettez. Oui, bien évidemment, ça aura vocation à rassurer les policiers. Bien sûr, ça aura vocation à les rassurer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut rassurer les policiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le service du renseignement de la préfecture de police de Paris. Et Dieu sait si ce service est éminemment important. Qui a peur. Qui aujourd'hui est fragilisé et dont ses agents ont peur. C'est compliqué. Maître Goldnadel. Non, mais pardon, je ne veux pas vous contredire, mais vous n'avez aucune certitude que sur la base de renseignements qu'il n'aurait jamais dû obtenir, compte tenu du caractère dangereux de ce garçon, vous ne savez pas s'il n'a pas utilisé verbalement certains noms, certaines adresses pour les donner. Oui, non mais l'enquête le dira. Aujourd'hui, je suis au conditionnel. Aujourd'hui, c'est un peu tôt. Voilà. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est qu'on évite d'alimenter encore à l'angoisse, d'apporter un peu plus d'angoisse à mes collègues. J'apprécie, je dirais, l'objectivité des débats sur ce plateau et sur CNews, entre autres, depuis le début de la semaine. On fait preuve d'objectivité parce qu'il ne faut pas aujourd'hui. Moi, on a 1000 collègues à la direction du renseignement. Vous savez que depuis ce matin, quand même, les collègues des commissariats de sécurité publique, donc périphérie parisienne, reçoivent des appels avec des chants qui sont des chants, je dirais, symboliques de Daesh. Donc imaginez-vous aujourd'hui le climat particulièrement anxiogène avec des policiers qui attendent aujourd'hui des réponses. Alors n'en ajoutons pas plus, parce qu'effectivement, il faut tout reprendre, il faut analyser avec, je dirais, posément. On verra ce que donnera l'enquête. Par contre, moi, j'attends avec beaucoup d'impatience et je souhaite franchement, très vivement pour tous les policiers, mais aussi pour la population, que le procureur en charge de l'antiterrorisme s'exprime au plus vite. Mais ça, je souhaite aussi qu'il s'exprime au plus vite en ayant réellement des bases fiables, qu'on ne tombe pas dans des erreurs de communication comme on a pu malheureusement connaître tout au début de l'affaire. On est certains médias, aujourd'hui, on surfe un peu sur la vague de la toute peur par rapport à tout ça. Entendons-nous bien, vous n'avez pas entendu, du moins, pas de ma bouche ou de mes représentants, on n'a jamais alimenté quoi que ce soit en la matière. Oui, aujourd'hui, l'association de malfaiteurs, vous le savez comme moi au départ, il vaut mieux qualifier au plus haut pour peut-être revoir par la suite. Aujourd'hui, en fonction des éléments, moi, mon souci aujourd'hui, c'est de préserver l'intégrité morale et par le fait, bien évidemment, physique, des policiers que je représente. Bien sûr. Tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne tombons pas encore plus dans un climat anxiogène qui pèse au-delà de la DRPP. C'est-à-dire que pour les policiers, il n'y aura pas assez de fermeté pour expulser... Il n'y a pas assez de fermeté. Moi, je ne veux pas me placer dans un débat politique. Je pense que ce n'est pas le cadre ce soir. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on ait des gouvernants qui aient du courage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas lutter efficacement contre le terrorisme dès lors qu'on consentira à garder et à annuler des mesures, notamment d'expulsion, par rapport à ce genre d'individus. Moi, je ne rentre pas dans le fait qu'on lui donne une tribune dans les médias ou pas. Ça, c'est le travail des médias de savoir si c'est opportun ou pas. Par contre, moi, je dis que le politique doit avoir du courage. Il va falloir à un moment donné briser certains carcans. J'entends Emmanuel Macron hier matin, dans un moment ô combien empreint de tristesse et de solennité lors de la cérémonie à nos 4 collègues décédés. Mais c'est bien le courage des mots. Mais il faut avoir le courage des actes aussi à un moment donné. Et on ne peut pas lutter, nous sommes en guerre contre le terrorisme. On avait tous et toutes vocation à un peu l'oublier. Non mais malheureusement, là, on replonge. Et bien, ce qui vient de se passer en Allemagne prouve aussi que cette guerre est à nos frontières. Donc là, il faut à un moment donné savoir ce qu'on veut faire. On veut lutter, oui, en Allemagne, des signalements. Il s'agit a priori d'une attaque antisémite, possiblement d'extrême droite. L'incohérence aujourd'hui, la lenteur administrative, l'incohérence des mesures qui ne sont pas appliquées en France aujourd'hui. C'est bien pour ça que j'insiste bien sur ces décisions. Et on le voit à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a des annonces du politique, en l'occurrence par moment, qui ne sont pas suivis des faits par leur administration. C'est là qu'on a ce problème. Et donc c'est pour ça que, pour ce qui me concerne le ministère de l'Intérieur, oui, il faut le réformer. Et en profondeur. C'est une obligation. Aujourd'hui, sinon ce ministère de l'Intérieur ne sera plus, déjà pour le moins défaillant dans certaines situations aujourd'hui, il sera complètement inopérant dans les mois et qui plus est dans les années à venir.
profonde réorganisation, je vous rejoins, elle s'impose. On peut trouver une solution très simple pour la radicalisation dans les services publics, dans l'administration, qu'elle soit territoriale, hospitalière ou en l'occurrence d'État, et qui plus est au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, toute décision d'exclusion, de révocation est susceptible d'appel. D'un recours. Prévoyons, ce que moi je qualifie, sous couvert de mettre, si on pourrait appeler une peine de sûreté. C'est-à-dire que la personne révoquée pour des faits caractérisés de radicalisation ne peut pas faire appel, ou du moins pourra faire appel après une peine de sûreté qui peut être de 30 ans, pour exemple. Mais là encore, il faut avoir le courage. Il faut avoir réellement ce courage de vouloir mettre un terme à ça. Alors j'entends que, effectivement, moi je me méfie un peu des notes de Didier Lallement, qui est, j'en ai le doute, un excellent préfet, mais qui n'est pas un spécialiste du renseignement. Laissons aux gens du renseignement le faire. Mais on a tellement d'éléments aujourd'hui. Le renseignement, on est en train de faire son procès au renseignement aujourd'hui. Moi, je me pose comme avocat du renseignement en France. L'avocat, vous le disiez, justement, a permis de neutraliser des tentatives d'attentat, permis d'interpeller aujourd'hui. On remet en cause aujourd'hui, on remet en doute aujourd'hui la capacité à travailler de la DRPP. C'est pas ça le problème. On était en 2015 quand il y a les premiers signes de radicalisation. Et là, on est au balbutiement. C'était encore, je dirais, un peu l'usine à gaz. On venait de sortir du triste attentat de Charlie et on découvrait réellement que le terrorisme pouvait nous frapper sur notre territoire sous cette forme-là. Et là, et depuis lors, la DRPP s'est énormément professionnalisée. Parce qu'on fait souvent le procès aujourd'hui de sa directrice. Alors c'est pour ça que... Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à qualifier pour radicalisation. C'est le tribunal administratif retoque ce genre de choses. C'est pour ça qu'il nous faut des signes. Il faut aujourd'hui, je dirais, un code. Une grille avec ça, ça compte. Radicalisation, tout simplement. Moi, je suis pour qu'on puisse mettre un process où le recours n'est pas possible pour ce qui concerne les forces de l'ordre en cas de radicalisation. Et là, ça c'est le premier acte qui démontrerait qu'on ait la force et le courage de sortir de l'angélisme. Pour une révocation qu'on applique, oui, mais en gardant la possibilité de l'appel pour un justiciable, puisqu'il devra se porter contre l'État. Voilà, je parle de la révocation. Mais s'il est révoqué, de toute façon, son badge sera désactivé immédiatement et ça ne peut pas l'empêcher de faire appel. Il faut pas défendre ça. Mais pourquoi je ne peux pas défendre ça? Monsieur, parce qu'on est dans un état de droit. Mais bien sûr, restons dans l'angélisme. Restons dans l'angélisme. Je ne parle pas d'angélisme. Si vous êtes dans l'angélisme. Je ne parle pas d'angélisme. Ayez ce courage, vous qui êtes un homme politique. Oui, mais je ne suis pas un homme politique ce soir. Je vous dis simplement qu'il y a un Conseil constitutionnel et que le Conseil est très attaché à faire respecter l'égalité des citoyens devant la loi. Vous ne pouvez pas dire telle catégorie de citoyens n'a pas le droit de faire recours. On refera malheureusement des cérémonies comme à laquelle nous avons assisté. Il faut rester dans un état de droit. Non, la radicalisation. L'état de droit, monsieur, quand on est en guerre, il faut savoir l'adapter. Qui plus est dans les services de sécurité. Dans les services de sécurité. La radicalisation. On peut l'adapter dans les services de sécurité. C'est glaçant, Yves Lefebvre. Oui, c'est glaçant, mais ça symbolise bien ce qu'on appelle le Uber-terrorisme. C'est-à-dire le Uber-terrorisme qui passe à l'acte avec des moyens très limités. En l'occurrence, un couteau à huître, et il a un couteau qui n'est pas en plus un couteau à lame en céramique. On s'en aperçoit, on en a vu, on a eu des attaques au marteau, on a eu plein d'actes terroristes comme ça. C'est vraiment le type qui passe à un moment donné et qui a pas. Et c'est d'ailleurs aussi une des causes aujourd'hui que peut-être, nous avançons pas trop vite, que Daesh n'est pas revendiqué, parce que c'est vraiment le type qui est en dehors des écrans radars de toute organisation. Le rapport parlementaire du mois de juin est très intéressant. On s'adresse, il fait des propositions sur le rapport parlementaire dans le milieu sportif, au-delà du champ de la fonction publique, dans les salles, du moins des services publics. Il y a le milieu sportif. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. Ils ont beaucoup insisté, et on le sait aujourd'hui. Et au niveau de l'éducation nationale, parce qu'on a des cas déterminés de conseillers d'éducation qui sont aujourd'hui reconnus, identifiés comme s'étant particulièrement radicalisés et qui attestent de par leur attitude, de par leurs paroles, de par leurs préconisations avec les élèves, et qui sont encore aujourd'hui dans le système éducatif. Je préciser sur ce que vous venez de dire sur les clubs sportifs, vous avez raison. Et qu'est-ce qu'ont proposé les députés là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que lorsqu'un club se crée, un club de sport, maintenant, il doit demander l'autorisation à la fédération. Il faudrait que l'autorisation soit demandée à la préfecture, qui ait un agrément, de façon à ce qu'il y ait un contrôle, voyez-vous. Ça, c'est l'une des propositions qui a été formulée par les députés. C'est d'ailleurs une très bonne chose. Mais pour ce faire, il faudra donner des moyens des fonctionnaires à la préfecture pour le faire. Vous savez, on parlait de l'imam tout à l'heure sur le renseignement territorial. Parce que là, ça relève du renseignement territorial du Val d'Oise. Entre 40 et 50 fonctionnaires, dans les 2 tiers, que dis-je, 90%, ont été exclusivement affectés au traitement des gilets jaunes ces dernières semaines. C'est ça aussi le problème, c'est qu'on manque d'effectifs pour le faire. Et c'est bien là le problème. Et autant à la DRPP, on était dans l'amateurisme jusqu'à il y a encore 2 ans,
que là, maintenant, on arrive à la professionnalisation. Et là, il faut qu'on arrive aussi, surtout les services de renseignement en France. Il faut qu'on ait, je dirais, un même mode opératoire. Il faut aujourd'hui qu'on ait la même méthodologie, les mêmes outils à disposition, ce qui n'est pas encore le cas. J'espère. Il faut marier avec la DGSI. Non, il ne faut pas se marier. C'est pour ça que contrairement à l'avis que vous avez émis tout à l'heure, je me permets aussi de rebondir. Parce que j'ai déjà dit aussi, la DRPP, pour moi, elle vit ses derniers jours, et c'est tant mieux. Parce que le renseignement, le renseignement, c'est la DGSI. Voilà. Mais c'est pas que la DGSI, parce que qu'est-ce que vous allez faire du service pilote. Monsieur Fenech, qu'est-ce que vous allez faire du milieu ouvert? Ce qu'on fait, vous transférez qu'est-ce que vous en faites? Le haut du spectre, vous le transférez à la DGSI et le reste au SCRT, c'est-à-dire au renseignement territorial. Un petit peu technique, messieurs. Allez, SCRT de l'autorité du directeur départemental de la sécurité publique, vous le savez. Quelques mots, je crois qu'il faut sortir de cette recomposition, de cette suppression de la DRPP sur certains sur lesquels certains pourraient surfer. Moi, j'y suis personnellement opposé. D'un autre côté, ce qui s'est passé en 2015, l'État dans l'État. Non, mais ce qui s'est passé, vous savez, j'ai jamais été à la préfecture de police de Paris, je suis à l'aise pour en parler. Ce qui s'est passé en 2015, 2 collègues rendent compte verbalement. Et ça fait partie aussi du processus réglementaire. Ensuite, il y a manifestement une appréhension qui n'est pas justement évaluée par l'officier qui reçoit ces déclarations verbales. Et il assume d'ailleurs a priori complètement l'erreur commise à l'époque. Mais depuis lors, il faut savoir que cette personne, ce criminel et potentiellement ce terroriste, faisait preuve d'une certaine empathie. Et il était apprécié du service. C'est pour ça que rien ne démontrait derrière que tel n'était pas le cas. Et il devait repasser à la reconduction de son secret défense en 2020. Il était encore sur le banc. Même si ce qu'il a fait, se réjouir de Charlie Hebdo, ça relève du pénal, ça relève du pénal, mais je rejoins complètement. Et à l'époque, ça n'a pas été suffisamment évalué, mais faisons le distinguo. Les premiers qui signalent, eux, ont fait convenablement leur boulot, ça a été à l'échelon supérieur, ça ne l'a pas été. Mais là, il y a encore trop de lourdeur administrative, on en parlait tout à l'heure. Il faut qu'on arrête, c'est pour ça le signalement automatique. Attention, bien bordé, mais aujourd'hui, quand il faut rendre compte au premier chef, qui va rendre compte au deuxième, et ainsi de suite, et ça va prendre des mois, il y a une lenteur de chef administratif. Merci à tous les 5, merci beaucoup Yves Lefebvre, Thibault Solano. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.